Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, invité exceptionnel réellement, Sandrine, Sandrine Aaron, gestionnaire de patrimoine pour des clients VIP du cadre premium, c'est ça? Et vous avez une plateforme de gestion, pas une plateforme, vous avez une société, vous êtes présidente d'une société de gestion de patrimoine. Allez, vos clients, c'est quoi? C'est au minimum $1 million? Souvent, C'est c'est pour 1 dire million et bonjour, c'est $1 plus. million, c'est ça? On peut dire bonjour pour moi quand même. C'est Bonjour, ça? enchantée. Enchanté. Alors, Sandrine, vous présentez rapidement. Vous êtes présidente d'une société qui s'appelle Sandor Invest, qui est à Ercilla-Pitoire, en Israël, proche de la mer, Tout à fait. avec vue sur les yachts aussi. Vos clients, c'est quoi? C'est quel type de clients vous adressez? Alors, nos clients sont des clients privés ou institutionnels, mais majoritairement privés, qui ont de l'argent en banque et qui souhaitent faire fructifier leur patrimoine. D'accord. Voilà. Et comment est-ce qu'on en vient à gérer des patrimoines? Parce que 1 million, c'est pour dire bonjour, c'est l'entrée. Je suppose que le ticket moyen est beaucoup plus élevé. Comment est-ce qu'on en vient là? Et déjà, comment une femme rentre dans un milieu qui est plutôt réservé aux hommes, enfin, traditionnellement, on va dire. On parle souvent de trader. J'ai jamais entendu le terme tradeuse. Je sais pas. Non, moi non plus. Vous non plus. Comment Moi est-ce non qu'on en plus. vient à non seulement trouver sa place, mais poser ses marques dans un domaine qui est aussi concurrentiel? Bah, je pense que c'est... Vous aimez l'argent? Non, Oui, non. J'aime les challenges. Ok. Donc, je pense que c'est juste, en fait, le métier qui m'a intéressée. Et puis, persévérance, professionnalisme. Après, les clients, je pense que ça les rassure aussi d'avoir affaire à une femme bonne mère de famille. Ok. L'expression, c'est père de famille. Combien Donc vous là, avez on va dire d'enfants? mère de famille. J'ai 3 enfants. Oh, Hachem. 3 enfants, mais je pense que ça, oui, voilà, je pense que ça les rassure. Et puis, c'est surtout professionnalisme, sérieux, service, savoir donner du service aux clients. Et c'est ça qu'ils retrouvent chez Sandor. Vous êtes arrivé enfin, c'est quoi l'histoire? Eh ben, je suis arrivée en Vous êtes Israël. française, hein, n'est-ce Oui, je pas? suis française, niçoise. 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 Toujours la mer. Ouais. Donc, je suis arrivée en Israël à l'âge de 18 ans. Et Change puis pas une équipe qui gagne. Ok. Non. Et j'ai Voilà. commencé mes études à l'université en Israël. Ok. Quelle université? J'ai fait ma licence, mon BA à Bar-Ilan et mon MBA, mon master en business, je l'ai fait à Ratzofim, à l'université hébraïque de Jérusalem. Jérusalem. Et pourquoi la finance? Parce que c'est un domaine qui m'a séduit. En fait, j'ai une tête assez mathématique, Ok. mais j'avais pas envie de faire des maths ou juste de la physique. Alors, j'hésitais entre l'astrophysique. Ah oui. Je me suis dit, si je suis pas prise en finance, ben, je ferai de l'astrophysique. Voilà. Non, mais Pas mal. c'est sérieux en plus. Mais bon, comme c'était... ça faisait 1 an que j'étais en Israël, donc j'avais pas vraiment le niveau d'hébreu. J'ai Donc, cru qu'elle allait me dire j'ai pas de niveau d'astrophysique. donc en fait, voilà, c'était assez compliqué pour moi, en tant qu'Ola Hadasha, d'être acceptée en économie, en En finance. tant que nouvelle En tant immigrante. que, Ok. voilà, parce que l'hébreu était très difficile. Il y avait 40% de personnes qui échouaient, donc quasiment 1 personne sur 2 qui échouait parmi les Israéliens. Donc je me suis dit, en comprenant la langue un tout petit peu, ça allait être compliqué. Mais bon, D'accord. voilà, je Vous me êtes suis venue accrochée, seule ou avec j'y vos suis parents? arrivée. Alors je suis venue seule et mes parents m'ont rejointe. Ah oui, super Mais mes courageux, sœurs quoi. étaient là depuis 10 ans. Ok. Donc il y avait quand même un noyau familial important ici. Pas évident, hein? Non, Pas mais évident. voilà. Donc vous êtes une femme de chiffres, c'est ça? Oui, on peut le dire. On peut le dire. Femme d'argent? Alors, femme d'argent, en fait, mon métier, je le fais pas parce que j'aime l'argent. D'ailleurs, souvent, mon équipe me le reproche en me disant, tu devrais prendre plus de commissions, plus de frais. Donc, c'est pas, voilà, je fais ce travail parce que j'aime vraiment, parce que je trouve que c'est passionnant. Ça bouge tout le temps, beaucoup de challenges, il faut être très réactif et on s'ennuie jamais. Donc voilà. Ok. Et ok, vos premières armes. Donc vous sortez de l'université, vous êtes diplômé, MBA, c'est ça? Oui, j'ai un billet de MBA, finance. finance. Où est-ce que... En fait, je commence ma carrière en salle de marché. Donc, En Israël, à Tel Aviv. En Israël, oui. Je Ok. suis restée toujours en Israël. Donc, je commence à Tel Aviv dans des... Il y a beaucoup de jeunes Israéliens qui partent à l'étranger une fois qu'ils ont leur diplôme en poche. En poche parce que les salaires sont plus élevés, parce qu'il y a plus d'opportunités. C'est sûr. C'est un petit pays, Israël.
Vous, il y a eu une question à un moment donné où En fait, au début, 10-15 ans après le début de ma carrière, mon mari m'a dit, mais écoute, si on part à New York, par exemple, on pourra gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent et c'est puis pas le même. revenir avec, voilà, c'est pas du tout les mêmes niveaux. Et en fait, je lui ai dit non, en fait, j'ai fait tout cet effort pour apprendre l'hébreu, pour être en Israël, c'est pas pour Vous aviez déjà partir. des enfants là? On avait la première. D'accord. Mais disons que ça a juste un sujet qu'on a, enfin voilà, Qui a été évoqué, qui a mais été pas évoqué, abordé. mais pas du tout l'objectif de quitter Israël, jamais. D'accord. Et votre mari est dans la finance aussi? Non, Ok, non. d'accord. Heureusement Et- pour nous. Alors, votre société, Sandor Investment, pardon. Qu'est-ce que... Vous pouvez nous en parler rapidement? Bien sûr, donc c'est une société. On a un agrément des autorités tutelles en Israël, donc Ok. l'équivalent de l'AMF en France. Ok. Donc en fait, en Israël, pour être gestionnaire de patrimoine, il faut que la société ait une licence, ainsi que la personne même. C'est-à-dire le gestionnaire doit avoir aussi une licence. Montrez pas de blanche. Montrez pas de blanche, donc c'est des examens, c'est des études, enfin c'est pas simple. Il y a une enquête sur vous en fait. Il y a une enquête et puis après il y a des examens, donc des vrais examens de finances. Et après, il y a un stage de 9 mois chez un gestionnaire qui voilà, confirmé. Et après ça, on a la licence et on peut travailler comme gestionnaire de patrimoine. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre licence, vous montez votre boîte ou Alors non, il y a j'ai eu des commencé donc intermédiaires? en salle de marché. J'ai Ok. été dans plusieurs. J'ai dirigé une salle de marché. Et puis après, à une certaine période de ma vie, donc je venais de me marier. Enfin voilà, je voulais être un peu plus libre qu'en salle de marché, parce que salle de marché, ça veut dire beaucoup d'heures. Ça veut dire on finit parfois à minuit le soir, puisque à la fermeture de New York. Ça veut dire beaucoup de stress. Donc c'est pas une vie qu'on peut. Enfin, si on veut le faire bien, c'est difficile de le faire toute sa vie. Donc pour laisser un peu de place à ma vie personnelle. J'ai décidé de changer un peu de métier. Et puis l'expérience aussi. Et l'expérience, évidemment, ça aide beaucoup quand on a l'expérience de salle de marché. Pour la gestion après, ça fait une vraie différence au niveau professionnalisme. Comment vous positionnez en tant que femme dans un domaine où il y a autant d'hommes? En fait, ça a jamais Comment été trouver sa place, en fait? Ça a jamais été un gros sujet pour moi. Ok. Les choses se sont faites toutes seules. Alors, c'est vrai que j'étais dans des salles de marché où j'étais la seule femme. En fait, j'étais quasiment toujours la seule femme. Après, quand j'ai changé un peu que j'ai voulu faire un peu plus de gestion, donc j'ai dirigé un service de banque privée, où là, c'est vrai que dans banque, on retrouve beaucoup de femmes. Donc déjà, D'accord. voilà, il y avait plus de femmes. Et puis après, quand j'ai dirigé une C'est un société. métier, excusez-moi, c'est un métier que vous conserviez. Alors, vous avez commencé il y a quoi? 15 ans? Quelque chose comme ça? Plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Est-ce que c'est un métier que aujourd'hui vous recommanderiez à des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui veulent se lancer? Parce que le trading, on va dire, j'aime pas le mot à la mode, mais quand on voit les courbes, ça fait rêver beaucoup de gens. Donc, est-ce que c'est un métier que vous recommandez, enfin les courbes ascendantes, on va dire, avec des hauts et des bas, est-ce que c'est un métier que vous recommanderiez à des jeunes aujourd'hui? Alors, c'est pas un métier facile. Ouais. C'est pas un métier facile Stress. parce que beaucoup de stress. Responsabilité toujours. Et puis, si on est gestionnaire, on a aussi des clients. Donc, il y a quand même la relation client. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que c'est aussi un stress, c'est-à-dire qu'on est disponible à peu près tout le temps. Voilà, c'est beaucoup de disponibilité, beaucoup de responsabilité. Donc, c'est pas simple. Mais d'un autre côté, c'est passionnant. Donc oui, pour des gens qui sont motivés, qui ont envie, qui veulent se donner à 100% et qui veulent un métier où on s'ennuie jamais. Alors j'ai cru comprendre, mais il y a une approche très particulière. Mais la plupart des gens qui veulent entrer dans le trading, je pense que c'est pour gagner beaucoup d'argent rapidement. Alors si c'est pour faire du trading, gagner beaucoup d'argent rapidement, c'est compliqué. C'est compliqué. Okay. Je pense que ça c'est un peu un rêve. Ok. Donc, c'est les années 80, c'est ça? Voilà, c'est les années 80. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on peut faire, bien sûr, beaucoup d'argent. Mais par exemple, sur ceux qui ont acheté du Bitcoin, même il n'y a pas si longtemps, voilà, ouais. qui ont pu faire beaucoup d'argent, mais est-ce qu'ils sont sortis à temps?
Souvent après, moi j'ai vu énormément de gens qui ont pris des risques sur des futurs, sur du forex, sur plein de choses, donc qui gagnent beaucoup et puis qui vont prendre plus de risques évidemment parce qu'ils se sentent plus en confiance et qui vont perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr. Donc faire beaucoup d'argent très vite en faisant du trading aujourd'hui, C'est un mythe c'est ou compliqué. ça existe, ça existe forcément, mais est-ce que ça, allez, on va dire, si on prend la loi de Pareto, 20-80, est-ce que c'est plutôt un mythe ou c'est 80... Moi, je connais une règle, c'est la règle des 90. Je la répète pour les auditeurs, vous la connaissez, c'est 90% des investisseurs débutants, en fait, perdent 90% de leur capital dans les 90 premiers jours. Je suis assez d'accord. Ouais. Oui, je confirme que ça arrive, oui, tout à fait. Ok, c'est pas un marché tendre. Non, pas du tout, et surtout actuellement. On est dans un marché extrêmement volatile, tendu, plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, si c'est pas votre métier, faites attention. Voilà, c'est pas un marché facile. Donc là, on a eu 2 très belles années. Donc 2023-2024 où le Nasdaq a fait 107%. Justifié ou pas? Oui, parce qu'en fait, on part de très bas. Donc en fait, il faut regarder un peu plus loin. C'est-à-dire, les gens qui vont regarder sur 2023-2024 vont se dire « Oh là là, mais j'aurais pu faire beaucoup d'argent, donc allez, j'y vais, je vais faire beaucoup d'argent. » En fait, c'est pas ça. Parce qu'en fait, les années en 2022, le Nasdaq avait perdu pas loin de 40%. Sortie Covid. Sortie Covid. Donc, quelques temps après le Covid, mais oui, c'est la suite. Donc, en fait, on a rattrapé les niveaux où on était avant et bon, depuis, on les a dépassés. Mais oui, c'est des niveaux qui me paraissent assez logiques. Ok. Pensez pas qu'il y a on sort un petit peu du cadre, mais pensez pas qu'il y a une espèce de bulle, encore une fois, comme il y a eu la bulle de l'an 2000, avec l'intelligence artificielle. Moi, quand je vois Nvidia alors oui, c'est vrai qu'ils ont une position monopolistique énorme, ils ont une avancée technologique, ok, mais... Oui, il y a certaines sociétés qui sont nettement surévaluées par rapport à ce que... Donc, prudence. Voilà, mais je pense que Nvidia, on donne pas de conseils, c'est pas du conseil, absolument pas. Ça, il faut, voilà. Là, pas de conseil en investissement. On en parle juste, mais c'est pas du conseil. Discussion entre amis. Discussion entre amis, voilà. Mais c'est sûr que c'est une société qui a une vraie valeur, une vraie valorisation. C'est un vrai leader. C'est un marché qui prend de plus en plus d'importance. Donc bon, c'est vrai qu'elle est très haute, mais c'est une valeur qui à votre avis, est-ce que les sociétés qui vont arriver dans l'intelligence artificielle, il y a déjà toutes les GAFAM, les gros, hein, mais est-ce qu'il y a de la place déjà pour des nouveaux entrants? J'ai un doute, techniquement, parce que pour rentrer, déjà, c'est extrêmement coûteux. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir l'effet des dot-com qu'il y a eu en 2000? C'est-à-dire une envolée, finalement, et toutes ces sociétés liées à l'IA qui vont arriver, qui pourraient tirer encore une fois le marché vers le haut pendant les 20 prochaines années? Je pense qu'on est qu'au début. Okay. Oui, je pense qu'on est qu'au début. Après, il va y avoir plein de secteurs qui vont se développer au niveau de l'intelligence artificielle. Le légal, le médical, voilà, le militaire, c'est encore un autre problème. Plein de choses qui vont se développer, mais oui, à mon avis, on est qu'au début. Ok, très bien, très intéressant. Donc, vous montez votre société après avoir été manager dans une banque privée, c'est bien ça? Oui, alors j'étais j'étais PDG d'une société qui appartenait à un groupe international. Et suite à ça... Et donc des clients à l'international? Des clients à l'international. Et suite à ça, j'ai monté ma structure, donc depuis 2015. D'accord. Sandor Investment Management. Voilà, on est basé à Artillerie-Pitoire. Nos clients sont déposés, utilisent des banques dépositaires, donc l'argent est dans la banque. Ok. Donc en Israël? En Israël ou ailleurs. Ça peut être Suisse, Luxembourg, parce qu'en fait, États-Unis. Je précise pour l'audience, c'est que Israël est un petit pays. On est combien? 8 millions, quelque chose comme ça? 8 millions d'habitants? Un peu plus, oui. Un peu plus? 8 millions 6? Ouais. Pas loin des 10 millions. Pas loin des 10 millions. Petit pays, plus de 80 nationalités. Et en fait, une communauté juive, essentiellement votre clientèle, qui est présente dans le monde entier. Oui. Donc l'argent circule. Oui. En fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comment vos clients vous trouvent? De bouche à oreille, la plupart du temps. Ils ne sont pas forcément israéliens, vos clients? Non. Enfin, pas forcément nés en Israël ou... Enfin... Non. Ça peut être des francophones. On a des clients d'Australie, on a des clients d'Afrique du Sud. Donc le cabinet est ouvert 24/24?
Alors, on n'est pas ouvert Shabbat, 24-24, mais ok. voilà. Shabbat, les fêtes, mais sinon, en général, on n'est pas ouvert, mais mon téléphone et mes clients ont mon numéro de téléphone, ils peuvent m'appeler. Ah, ils vous embêtent Non, en général, ils sont super gentils, mais bon, des fois, il peut y avoir des soucis particuliers ou un événement particulier, ou voilà, ils m'appellent. Ok. Et Je suis disponible vous êtes pour mes clients. disponible, et puis il y a l'équipe. Et il y a l'équipe derrière. Vous êtes combien dans l'équipe? On est 8 personnes 8 personnes. Très bien. Qui parlent plusieurs langues qui parlent aussi. plusieurs langues. Ok. Essentiellement des clients francophones ou... On a beaucoup de clients francophones. D'accord. Pas que ça, mais on a aussi des Israéliens, israélo-israéliens. Ok. Parce qu'on parle des étrangers, mais on a aussi des israélo-israéliens, parce que le marché israélien est quand même très intéressant. Donc c'est un marché qui se développe, les rendements sont intéressants, le marché tient bien. Donc on a vu... on le voit. Voilà, historiquement, même en 2008, on était un des seuls pays à ne pas avoir connu la crise. La guerre, en 2008, c'était très intéressant. Moi, j'avais plein de copains qui m'appelaient, donc j'étais déjà en Israël. J'avais plein de copains qui m'appelaient tous les jours, les subprimes. Je dis, écoute, les magasins sont pleins. Ouais. Les voitures roulent, les magasins sont ouverts. Non, mais c'est pas par hasard. Hein. Non, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque un ministre des Finances, Monsieur Binyamin Netanyahou. Oui. Encore lui. Il est toujours là, lui. qui a quand même fait venir Stanley Fischer, qui était le directeur de la Banque centrale d'Israël. Un Américain, c'est ça? Un Américain, je l'avais rencontré. exceptionnel. Ouais. Et en fait, ils ont vraiment... Il a fait ils ont vraiment géré le pays de telle sorte qu'on n'ait pas de crise, quoi. C'est vraiment grâce à eux. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ok. Donc, vous montez votre boîte, vous montez votre société, Sandor Investment, donc RRC Le Répertoire face à la mer, c'est ça? Et tout à fait. Génial. Vous avez des clients premium. Les clients premium, comment on les a quand on démarre? On démarre avec un client en général, et puis après on en a 5, 10, 100. Comment ça se passe? Alors, et combien vous avez de clients? En fait, moi, comme ça fait 25 ans que je suis dans ce métier, donc en fait, j'ai connu des clients au fur et à mesure qui m'ont un peu suivi dans mon parcours. Et donc, j'ai commencé mon activité avec déjà un portefeuille assez conséquent de clients. D'accord. Et puis voilà, et puis ça se développe de bouche à oreille. Un client content qui va en parler à son ami, qui va en parler à son cousin, à sa famille. Voilà, donc c'est plutôt du bouche à oreille. Et puis, c'est aussi un réseau qu'on développe. Donc, un réseau de professionnels, que ce soit des experts comptables, des avocats, vraiment un réseau de professionnels, en fait. Des partenaires qui peuvent avoir un client qui, à un moment donné, a un besoin spécifique et donc vont nous l'adresser. D'accord, très bien. Donc, il y aura les liens dans la description. Alors, j'ai une question. Dans on va dire, dans l'ADN juive, il y a cette idée de transmettre une affaire à ses enfants, ou de les mettre sur les rails, de leur apprendre à nager, pour être tout à fait exact, au sens littéral en tout cas. Est-ce qu'il y a des familles juives, et en fait avec votre expérience, qui éduquent leurs enfants à la finance, par exemple en leur faisant participer à vos rendez-vous, ou en leur apprenant, en fait, comment ça se passe? Oui, alors en fait, il y a deux types de... Nous, on peut voir deux types de clients. Donc ceux qui ne veulent pas dire à leurs enfants combien ils ont, parfois même pas à leur épouse. Surtout à leur épouse. C'est ça, on est d'accord, ok. Voilà, donc il y en a beaucoup. Beaucoup de clients donc, qui font ça tout seuls et qui ne veulent pas mêler la famille pour toutes sortes de raisons. Et puis, il y a ceux qui se disent au contraire, on amène les enfants, on leur explique, ils sont là aux réunions, ils posent des questions. Voilà, donc il y a les deux. Il y a vraiment les deux. C'est très intéressant. Et une autre facette qui doit se refléter, à mon avis, dans votre activité, c'est tout ce qui concerne la tzedaka et le maaser. Mm-hmm. Hors antenne, vous m'avez donné un exemple que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que vous pourriez nous le... Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, effectivement, on a souvent des clients qui vont avoir envie de faire des dons. Donc, ils peuvent s'adresser à nous. Donc, ça peut être, comme on disait, donc j'ai un client qui m'a dit je voudrais acheter une ambulance. Donc, ça c'est il y a 2 jours. Donc, on va l'aider. Combien ça coûte une ambulance? Alors, ça dépend. Il y a 2 niveaux d'ambulance, mais on va dire entre 150 et 200 000 euros. D'accord. Après, il peut y avoir des dons aussi pour MADA. Donc, ça peut être une moto. MADA, vous expliquez ce que c'est? Magan David Adom. Donc, c'est le service de... L'équivalent de la Croix-Rouge en Israël. Voilà, oui. Donc, du coup, on peut donner une moto. On peut donner
une voiture. Donc, on n'est pas forcément obligé d'acheter une L'équipement ambulance. aussi. On peut donner faire un don pour l'équipement. Et donc, comment vous les aidez? Il a besoin en fait, il veut faire un don de 150 000, 200 000 euros. C'est à peu près ça? Oui, Pour acheter une ambulance. Tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, concrètement? Pour moi, concrètement, c'est avoir les relations avec Mada, lui faciliter les choses, vérifier tous les tarifs, etc. S'occuper après. Bon, c'est vraiment du boutique, oui. service boutique, et quoi. S'occuper après Parce des que virements. c'est en dehors du trading et de la finance. On est loin, là. Oui, on est loin, mais on a un service très personnalisé pour nos clients. Donc oui, le client a besoin de faire un don, bien sûr, on va l'aider jusqu'au virement, jusqu'à vérifier que l'ambulance porte son nom, aller jusqu'au bout. Parfois, on leur propose aussi, pendant la guerre du 7 octobre, on a proposé à nos clients de faire des dons pour l'armée, pour des unités spéciales dans l'armée. Alors, racontez-moi, comment ça s'est passé? Vous les avez contactés? Alors, en fait, c'était un cas il y a eu un cas un peu particulier. On a à 2 reprises. J'ai eu une fois mon neveu qui est dans une unité très spéciale antiterroriste, où au début de la guerre, il m'a dit, écoute, il nous manque des équipements, on a besoin d'argent. Donc, est-ce que tu peux nous aider? Donc, j'ai appelé mes clients et je leur ai demandé. Et les gens ont tout de suite dit oui, bien sûr, évidemment. Donc solidarité maximum. Solidarité maximum. À une autre fois, c'était assez drôle. Ma fille, qui a 16 ans, était à l'école et puis sa prof, pareil, avait son fils dans une unité. Il voulait leur organiser une petite fête parce qu'il sortait de plusieurs mois à Gaza. Et donc, ma fille me dit ça. Je lui dis, écoute, je vais m'enseigner. Et j'ai appelé une personne qui m'a dit, pas de souci, je finance tout, ce qu'il faut. Et puis, tu leur ajoutes un orchestre, tu leur ajoutes barbecue. Génial. Voilà. Donc oui, il y a une solidarité extraordinaire. Et on aide nos clients aussi s'ils veulent faire des dons. Alors, moi, le marché israélien, je le vois, donc pas avec le même regard que vous, évidemment, mais je le vois extrêmement résilient. C'est une particularité du peuple juif, traverser l'histoire, hein. Et résilient, et aussi c'est une espèce de puzzle qui s'assemble, mais extrêmement communautaire aussi. Donc ça joue aussi. Et alors, une question, vos clients, il y en a un qui rentre chez vous, il va recommander ses copains? Alors, pas toujours. Pas toujours, parce que voilà, ils veulent pas trop que leurs copains puissent savoir qu'ils ont de l'argent et qu'ils sont gérés, etc. Mais parfois, oui. Donc, ça dépend. Mais non, en fait, il m'arrive qu'un client me recommande à vraiment sa bande de copains. Donc, je vais récupérer. Donc, il débarque au bureau avec les pizzas et des fois. Non, mais c'est assez drôle. Je peux avoir un client qui va me ramener 2, 3, 4, 5 amis quand ils sont vraiment proches et qu'ils ont une liberté de discussion entre eux. Et du coup, je récupère des familles aussi. Voilà. Dans ce domaine-là, les clients, vous n'allez pas les chercher, c'est plutôt eux qui viennent à vous, c'est ça? C'est ça? Oui. Et ça se passe surtout par recommandation? Surtout par recommandation, oui. D'accord, ok. Parce que c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Alors, pas tant que ça. Au niveau de la gestion de patrimoine comme la nôtre. Parce que vous êtes... D'ailleurs, c'est quoi le patrimoine, enfin, la fortune moyenne que vous gérez? Les portefeuilles sont entre 3 et 5 millions de dollars. D'accord. Et donc, je ne peux pas rentrer. Non, si, mais en fait, on regarde, bon, c'est la moyenne, mais bon, si c'est un portefeuille dans les 500 000, 1 million de dollars, on regarde aussi. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le potentiel du client derrière. Donc, souvent, un client va commencer par 500 000 ou 1 million de dollars pour nous connaître. Ce qui est tout à fait... Moi, je trouve ça complètement normal. Il teste. Il veut voir la façon de travailler, il veut voir la transparence, nous connaître, quoi. Et en général, ces portefeuilles-là grandissent très vite derrière parce qu'à partir du moment où il y a la relation de confiance, ça y va. Voilà. Donc, ok. Et vous faites autre chose que du... Oui, on fait autre chose. Dites-moi. Donc, en fait, on a notre structure... Et combien vous avez de clients? À peu près, hein, juste pour avoir une idée. On a quelques centaines de clients. Donc, on est une petite boutique. Okay. On n'est pas un gros mastodonte parce qu'en fait, chaque client va avoir beaucoup de services. On va lui donner beaucoup de services. Oui, bien sûr. Et vous connaissez son historique, sa famille, ses histoires, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. On connaît tout, tout, vraiment. Il n'y a pas de CRM. Non, tout est dans la tête. Tout est dans la tête, hein, c'est exactement ça. Tout est dans la tête. Confidentialité. Absolument. Tout à fait. Et donc, on a aussi une autre activité. On a une autre structure qui s'appelle Smart House, où là, on développe tout ce qui est autre chose que de la gestion de patrimoine. En fait, on va mettre toutes les activités qui n'ont pas besoin d'agrément.
ce qui veut dire de l'immobilier, de la dette privée. Comment ça s'appelle? Smart House? Smart House. Les maisons intelligentes? Oui, maison intelligente. Et donc, en fait, voilà, ça peut être de l'immobilier. Donc, là, on est en train de développer un secteur immobilier. En fait, on a des promoteurs qui travaillent avec nous parce qu'en fait, on a un réseau vraiment, je vous le dis, depuis 25 ans. Sans trop développer, parce que je pense que ce sera un deuxième podcast. Très bien. Donc, on en parlera. Mais voilà, on fait aussi de l'immobilier, on fait de la dette privée, on fait beaucoup de choses. Ok. Et sur l'activité trading, on va dire. Oui. Qu'est-ce que vous voyez les programmes d'intelligence artificielle qui se répandent, on va dire. Bon, il y a BlackRock qui a Aladdin. Il y a Bloomberg qui a sorti son propre programme. Tout à fait. Donc, ça va de plus en plus vite. C'est du traitement extrêmement hyper accéléré, on va dire. Comment vous voyez le marché par rapport à ça Alors, le marché est beaucoup plus volatile que ce qu'on a connu. Et ça va continuer comme ça? Et je pense que ça va continuer comme ça. Oui, ça va continuer comme ça parce que les ordres sont passés de plus en plus vite. Donc, on est en nanosecondes et plus en minutes. Okay. Parce que quand j'ai commencé à travailler, ça prenait des minutes. Il fallait rentrer l'ordre dans le système. Et même avant, il fallait téléphoner, passer l'ordre à la personne qui était à la bourse qui à la crier, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, ça va extrêmement vite. C'est pour ça qu'on voit des mouvements aussi violents. D'accord. À la hausse comme à la baisse, les deux. Ok. Et pour servir vos quelques centaines de clients qui sont en premium, on va dire, qu'est-ce que vous avez mis en place comme innovation? Qu'est-ce que vous avez... Vous m'avez expliqué comment vous m'avez dit comment je récupère. Voilà comment je récupère, Lionel, mes clients. Essentiellement la qualité de mon service, le bouche à oreille. Mais derrière, il faut structurer. Bien sûr. Gérer quelques centaines de clients. Moi, je l'ai fait. Et je sais il faut processer, il faut optimiser, c'est un vrai travail, quoi. Ça veut dire qu'il faut poser sa tête quelque part et savoir comment on fait ça, apprendre comment on fait ça et toujours corriger tout le temps en permanence. Absolument. Et c'est pas évident mais c'est la seule façon, en fait, d'avoir un une clientèle en croissance. Tout à fait. Je pense que l'exemple qu'on connaît dans le monde, que tout le monde connaît, en fait, dans le monde traditionnel, c'est McDonald's. Il a fait un travail, il a inventé le concept carrément. Mais alors, quand on touche à l'argent, quand on touche à la transmission de patrimoine, quand on touche à l'émotionnel qu'il peut y avoir par rapport à Israël, comment vous faites? Moi, je suppose qu'après le 7 octobre, il y a déjà eu beaucoup de gens. Le 7 octobre, c'est en Shabbat, de mémoire. À mon avis, le dimanche matin, vous avez dû avoir des tonnes d'appels ou d'emails de gens qui étaient paniqués, non? Non, même pas. Même pas, ils étaient tranquilles. Bon, même pas. Choc, non, ouais. non, je pense que les gens, le 7 octobre, les gens étaient paniqués par autre chose que par leur argent. Oui, c'est clair, très clairement. Mais oui, mais il y a eu des périodes, effectivement, pendant le Covid, par exemple, ou au début du Covid, panique, les gens m'appelaient. Alors, La question, c'est comment vous faites pour gérer? Vous avez des centaines de clients. Alors justement, en fait, parce qu'en plus, jamais eu c'est à vous qui veulent parler. Oui. Même si vous avez tous vos collaborateurs, oui. Au final, c'est Sandrine. Tout à fait. C'est ça? Oui, en général. C'est toujours comme ça, quoi. Oui. Donc, en fait, je pense que les gens me connaissent. Et donc, même pendant le Covid, j'ai dû avoir 20 clients qui m'ont appelé. Parce qu'ils savent que je gère en bonne mère de famille et que je ne vais pas prendre de risques pour leur argent. Et en fait, les gens étaient assez sereins de savoir que leur argent était géré par nous. Et en fait, comme on est une petite structure et qu'on est très réactif, puisqu'on est petit, donc dès que le Covid, ça a été très simple, dès qu'on a vu qu'il a commencé à avoir, que la maladie commençait à se propager, que les marchés commençaient à baisser, j'ai vendu toute ma part action. Donc, mes clients m'ont appelé, les quelques clients qui m'ont appelé en me disant qu'est-ce qui se passe sur nos portefeuilles. Je leur disais, vous pouvez dormir tranquille, vous avez 0 action. Donc, tout va bien. Donc, et les gens me connaissent, ils savent que j'ai aucun état d'âme si je sens pas le marché, de tout vendre. C'est pas grave, je rachèterai après. Mais au moins, je fais pas courir de risque à mes clients. Et donc, c'était très drôle parce que, par exemple... ça les a rassurés. Ah, complètement. Ils se sont dit, donc complètement. C'est sauvé, quoi. En fait, ils le voient avec les crises qui se succèdent. Ils voient que je sais gérer les crises et voilà. Et puis au pire, les portefeuilles vont baisser un peu parce qu'on est quand même dans le marché.
mais que derrière, on sait gérer, que ça remontera derrière. Donc une femme d'argent qui a la tête froide. Exactement. Exactement, c'est ça. Et moi, j'ai une question, on va dire, complémentaire. On va parler du Bitcoin. On parle de volatilité. Parlons du Bitcoin. C'est quoi votre expérience? Est-ce que vous avez des clients qui sont... J'en ai beaucoup parlé, moi, sur la chaîne. Est-ce qu'il y a des clients qui sont... Est-ce qu'aujourd'hui, ces clients-là, qui ont des portefeuilles de 3, 4, 5 millions de dollars ou plus, est-ce qu'ils sont exposés au Bitcoin? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Est-ce qu'ils voient que le côté spéculatif? Voilà. Alors non, alors en fait, oui, il y a... Parce que par les médias, le Bitcoin est souvent décrit, pour le moment en tout cas, comme quelque chose d'extrêmement risqué, limite, alors qu'en fait, on peut en acheter. Ce qui est difficile, c'est plus de sortir, en fait, de revendre, en fait. Mais vos clients, comment ils le voient? Alors, il faut bien qu'on comprenne, on ne donne pas de conseils sur le Bitcoin. Non. Voilà, c'est pas du conseil. C'est pas une chaîne pas du tout de conseil. C'est un produit qui reste extrêmement volatile et risqué. Donc voilà, ça, il faut le dire aux auditeurs. Maintenant, la façon dont mes clients voient le Bitcoin, et je pense qu'il représente à peu près tout le marché, c'est qu'en fait, jusqu'à il y a quelque temps, on considérait le Bitcoin, au début, on va dire, on considérait le Bitcoin un peu comme une machine à blanchir de l'argent. À raison. À raison, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, bon, effectivement, avec BlackRock qui a lancé son ETF... Vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est un ETF? Oui, en fait, c'est un produit financier, ce qu'on appelle un tracker, un produit financier qui va suivre un indice ou par exemple, dans ce cas-là, le Bitcoin. Et donc, en fait, vous l'achetez exactement comme une action, c'est coté, c'est régulé, c'est surveillé par les autorités tutelles du pays. Donc, ça apporte, c'est quand même... c'est facile. C'est très facile pour l'acheter. Il suffit de pas, on passe un ordre à sa banque, on l'a sur son compte en banque. C'est pas, voilà. Aujourd'hui, il y a des applications pour tout à fait. C'est vraiment simple. C'est comme si on achetait une action. Donc là, en fait, on ne possède pas du Bitcoin. Hein. Non, on ne possède pas du Bitcoin. On a acheté du iShare ou... Qui va investir sur le Bitcoin. Ou un autre. Hein, parce que combien il y en a, par contre, des ETF? Alors, en fait, sur le Bitcoin aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais le principal, c'est celui de BlackRock. De BlackRock. Hein. Oui, c'est le principal. En fait, il y a beaucoup de volume. J'ai des amis qui n'ont pas voulu acheter de Bitcoin directement. Ils se méfient aussi des ETF. Bon, ils ont acheté de l'action stratégie. Oui. Anciennement MicroStratégie, oui. Qui en fait. Vraiment... Alors, c'est plus corrélé à 100%. Ouais. Donc, on a une corrélation aujourd'hui qui est plutôt dans les 60%. Oui. Okay. C'est quand même pas mal, mais c'est pas acheter du Bitcoin. Non. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, on était quasiment à 100% de corrélation. Okay. Donc, en fait, donc ce qu'on disait, c'est que les clients aujourd'hui voient le Bitcoin non plus comme un instrument de blanchiment d'argent, mais comme une sorte, c'est un peu exagéré, mais une sorte de valeur refuge. Donc, comme on a de l'or, on va avoir un peu de Bitcoin. Donc, vous aussi, vous le comparez à de l'or? Non, je ne compare pas à de l'or, mais je pense que quand on a un gros portefeuille, c'est sûr que si on a un petit portefeuille... Donc, c'est une façon de répartir son risque? C'est une façon de répartir son risque. Donc, on a des actions, on a des obligations, on a de l'or et on a du Bitcoin. Et aujourd'hui, ça représente quoi dans votre portefeuille de clients? Ça représente encore peu. OK. Mais croissance. C'est surtout, voilà, c'est en croissance et c'est surtout pour les investisseurs qualifiés qui comprennent le risque. Donc, c'est considéré comme un produit à risque particulier par les autorités tutelles. Donc, le client doit signer qu'il est d'accord d'avoir du Bitcoin. D'accord. Parce que c'est quand même très volatile. Mais les clients qui sont des investisseurs qualifiés, il y a une vraie logique à avoir du Bitcoin aujourd'hui. Donc ça, c'est une femme qui est dans le trading depuis 25 ans qui nous... Je ne recommande pas. Vous ne recommandez pas. Pas du tout. Je ne recommande pas, mais je dis que... quand même une tendance de marché. Voilà, une tendance... Ça reflète une tendance de marché. Exactement. Ils n'achètent pas de Bitcoin, si j'ai bien compris. Non, parce qu'en fait... Ils partent par un ETF. Oui. D'accord. Oui, parce que pour acheter un Bitcoin, on ne peut pas l'acheter sur son compte en banque. Ouais. Donc, nous, on gère les comptes en banque. Donc, par nous, on ne peut pas acheter en fait, donc c'est la partie spéculative, ils se disent Exactement. Au cas où. D'accord. Exactement. Ok, super. Et quelque chose à ajouter pour aujourd'hui ou... Non, je pense qu'on est dans une période où les marchés qui vont beaucoup bouger. Ouais. D'un autre côté, donc, il va y avoir de nouvelles opportunités. C'est un bon moment pour commencer, pour utiliser un gestionnaire de patrimoine. Donc, faire attention de ne pas... Aujourd'hui, le marché est dangereux, donc ne pas faire tout seul quand on n'a pas de connaissances. Oui, on parle des formations TikTok, non? Par exemple.
Ouais, ok. par exemple. Moi, je pense qu'il Mais, y a que le bonhomme qui vend l'information qui gagne de l'argent. Hein, c'est sûr, c'est pas faux ce qu'ils disent. Hein. J'en ai vu quelques-uns, c'est pas faux ce qu'ils disent, mais c'est c'est vrai. une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Ouais, ouais. Moi, quand j'ai commencé à travailler, mon premier patron m'a dit sache que dans le marché, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui font du trading. Donc, en fait, c'est ceux qui gagnent sur achat et vente et non pas qui prennent les positions. Voilà. Donc, ça m'a un peu, C'est très intéressant. voilà, ça m'est resté en mémoire. Donc l'intermédiaire, en fait. L'intermédiaire est celui qui gagne le plus d'argent. Bon, après, aujourd'hui, il gagne plus trop d'argent, mais il y a 25 ans, c'était vrai. Pourquoi il gagne moins d'argent? Parce que le marché Parce que va beaucoup plus les vite. commissions sont beaucoup plus petites. Mais le marché va plus vite, non? Le marché va plus vite, il y a beaucoup de volume, mais les commissions sont vraiment toutes petites aujourd'hui. D'accord. Pas du tout ce qu'on connaissait à l'époque. D'accord. Sandrine, merci beaucoup. Merci et on à se vous. revoit bientôt pour un second podcast sur Smart House, pour Avec parler plaisir. de Smart House. Et je vous remercie d'être venu et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci. Merci, au revoir.